Guerre nucléaire. Deux mots qui hantent le monde depuis des décennies. Et maintenant, en 2025, ils n'ont jamais semblé aussi réels. Nous sommes plus proches du gouffre qu'à n'importe quel moment depuis la crise des missiles de Cuba. Mais cette fois, le point chaud pourrait ne pas être les Caraïbes. Cela pourrait être en plein cœur de l'Europe. Alors que la guerre en Ukraine s'éternise, la Russie comme l'Occident évoque ouvertement l'impensable. Des frappes nucléaires. Les tensions sont à leur comble, les doctrines militaires changent, et les experts préviennent que la première attaque pourrait survenir sans déclaration de guerre, juste un champignon atomique. Ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas de l'alarmisme, c'est une nouvelle réalité glaçante à laquelle l'Europe est confrontée. Que se passerait-il vraiment en cas de guerre nucléaire ? La réalité est bien plus effrayante que ce que la plupart des gens pensent. Regardons de plus près ce qui est vraiment en jeu. Comment une seule frappe tactique pourrait déclencher une réaction en chaîne de destruction ? À quel point l'Europe est-elle préparée, ou non ? Et quelles pourraient être les retombées mondiales dans les jours, les semaines et les années qui suivraient la première explosion nucléaire ? Pour la plupart, une guerre nucléaire évoque l'anéantissement total de villes, des millions de morts par radiation et des milliards de victimes d'un long hiver nucléaire. Comme nous le verrons, lors d'une guerre nucléaire totale entre l'OTAN, surtout les États-Unis, la Russie et la Chine, ces scénarios deviendraient hélas réalité. Cependant, les armes nucléaires ont beaucoup évolué depuis que les États-Unis ont largué des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Et un échange nucléaire ne signifie plus nécessairement une guerre nucléaire totale. À l'ère des armes nucléaires tactiques, la destruction mutuelle assurée, est presque certaine en cas d'usage d'armes nucléaires stratégiques. Mais ce n'est pas une certitude. La bombe larguée sur Hiroshima pesait environ 9900 livres et a causé plus de 100 000 morts à la fin. Depuis, la technologie a été considérablement miniaturisée. Les armes nucléaires modernes, bien que plus compactes et ne pesant que quelques centaines de livres, ont le potentiel de tuer des millions de personnes. La principale menace de guerre nucléaire pour l'Europe est évidemment la Russie. Certaines des armes nucléaires dont la Russie dispose aujourd'hui sont plus de 50 fois plus puissantes que celles larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Comme les États-Unis et la Chine, la Russie possède une triade nucléaire, lui permettant de lancer des armes nucléaires depuis la Terre grâce à des silos et des systèmes mobiles, ainsi que depuis les airs, largués depuis des bombardiers stratégiques, comme le T-22M, et par ses sous-marins nucléaires. La Russie possède plus d'ogives nucléaires au total que tous les pays de l'OTAN dotés de l'arme nucléaire combinée. En 2022, on estimait que la Russie possédait 5250 ogives nucléaires, dont environ 1500 avaient été retirées du service. Environ 1588 seraient déployés, tandis que 2889 seraient conservés en réserve. En comparaison, les États-Unis possèdent environ 5044 ogives au total, dont on estime que 1336 ont été retirées du service. 1770 sont déployés, et 1938 sont conservés en réserve. Le Royaume-Uni possède environ 225 ogives nucléaires actives, dont 60 sont déployées, et 120 sont en réserve, tandis que la France en possède environ 290, toutes déployées sauf 10 qui sont conservées en réserve. Donc, sans l'implication des États-Unis dans une guerre nucléaire contre la Russie, l'Europe se retrouve avec un désavantage numérique d'environ 10 fois moins d'ogives nucléaires. Il est certain que les 470 ogives nucléaires combinées du Royaume-Uni et de la France causeraient des dégâts catastrophiques à la Russie, comme nous allons le découvrir. Mais même si la Russie n'utilisait que la moitié de son arsenal nucléaire contre l'Europe, en réservant le reste pour des attaques contre les États-Unis continentaux. L'avantage numérique de la Russie en ogives nucléaires impliquerait des dégâts bien plus sévères pour l'Europe. Cela serait sûrement empiré par la géographie plutôt compacte de l'Europe et ses nombreux centres de population à haute densité. C'est si toutes ces armes nucléaires fonctionnent comme prévu. La plupart des armes nucléaires mondiales datent de la guerre froide. Malgré les modernisations, toutes les armes explosives, missiles, ogives nucléaires et systèmes associés se dégradent avec le temps. En décembre 2023, Vladimir Poutine a déclaré que la proportion d'armement moderne dans les forces nucléaires russes atteignait 95%, avec les composantes navales approchant les 100%. Cependant, comme l'ont démontré les nombreux problèmes rencontrés par la Russie concernant le stockage et l'entretien d'autres systèmes d'armes, tels que les chars et l'artillerie pendant la guerre en Ukraine, les moderniser ne signifie pas nécessairement qu'ils fonctionneront comme prévu. Même les États-Unis ont eu des soucis avec leurs anciens systèmes nucléaires, comme l'échec du test d'un missile balistique intercontinental Minuteman III en novembre 2023,
il est possible que des systèmes de défense aérienne adverses puissent abattre un certain nombre d'armes nucléaires lancées. Cependant, il est très optimiste d'espérer que ce soit le cas des deux côtés, Russes et OTAN, à ce stade. En particulier lorsqu'il s'agit des missiles balistiques intercontinentaux techniquement, l'armée américaine a la capacité d'abattre un missile balistique intercontinental, mais la méthode est complexe, imparfaite et en constante évolution. La défense repose sur des intercepteurs en couches, conçus pour détecter, suivre et détruire les missiles balistiques à différents points de leur trajectoire. Le succès dépend cependant de nombreux facteurs et n'est pas garanti. L'architecture de défense antimissile américaine, qui protège principalement l'Europe, est composée de capteurs, d'infrastructures de commandement et de contrôle, et d'intercepteurs. Elle inclut le système de défense en vol intermédiaire, AEGIS, le système de défense contre les missiles balistiques terminal, le système de défense de zone à haute altitude, et des capteurs spatiaux en développement. L'approche multicouche et multifacette cherche à maximiser les chances d'une interception réussie, car chaque intercepteur peut échouer individuellement. Cependant, le système se concentre principalement sur la défense contre des attaques limitées de pays comme la Corée du Nord ou l'Iran, pas contre une attaque massive de la Russie ou de la Chine. Le nombre élevé de missiles sophistiqués lors d'une attaque massive submergerait très probablement le système malgré ses contre-mesures. Donc, en cas d'échange limité d'armes nucléaires tactiques, il y a de bonnes chances que les défenses aériennes de l'OTAN offrent à l'Europe une certaine protection. Toutefois, un barrage à grande échelle mettrait l'Europe en difficulté. Malgré les défenses aériennes américaines en Europe, l'OTAN ne disposerait que d'environ 5% des défenses aériennes nécessaires. Il faut protéger l'Europe de l'Est contre un barrage conventionnel à grande échelle, sans même parler des armes nucléaires. Les armes nucléaires, stratégiques traditionnelles, ciblent généralement des villes, mais peuvent aussi viser des actifs militaires importants et de grande taille, tels que des bases ou des groupes navals de frappe en mer. Les armes tactiques, ou non stratégiques, sont des armes à faible puissance, utilisées sur le champ de bataille pour faire pencher un conflit en sa faveur. La Russie possède environ 1900 armes nucléaires tactiques, et une guerre nucléaire en Europe commencerait probablement par le lancement d'une ou plusieurs de ces armes. La doctrine nucléaire actualisée de la Russie stipule que si une nation non nucléaire comme l'Ukraine, soutenue par des puissances tardieuses nucléaires comme le Royaume-Uni ou la France, attaque la dissuasion nucléaire russe avec des armes conventionnelles, la Russie peut effectuer une frappe nucléaire préventive en réponse. Les cibles ne seraient pas seulement la nation qui a mené l'attaque, mais aussi les puissances nucléaires qui les ont soutenues. L'Ukraine, mai 2025. Des attaques contre des bombardiers stratégiques russes, pouvant transporter des armes nucléaires sur des aérodromes en Russie, correspondent à des attaques contre la dissuasion nucléaire russe avec des armes conventionnelles. Étant donné qu'il est presque impossible que ces attaques aient été menées sans une certaine implication des services de renseignement occidentaux, les nations qui les ont fournies pourraient aussi, techniquement, devenir des cibles d'une frappe nucléaire russe. Cependant, il est peu probable que la Russie lance une attaque nucléaire massive contre le Royaume-Uni ou la France, à moins qu'une menace existentielle de défaite majeure en Ukraine ne soit imminente, ce qui n'est pas le cas. Si les Russes utilisaient des armes nucléaires, ils emploieraient probablement des armes nucléaires tactiques pour frapper une cible importante en Ukraine. Comme les ponts sur le Dniepr, ils pourraient même frapper une base de l'OTAN en Pologne ou en Roumanie. Cela dissuaderait en partie de nouvelles attaques contre les actifs nucléaires russes. Cependant, cela pourrait aussi tester la détermination des États membres de l'OTAN envers leurs engagements à l'article 5. L'article 5 de la charte de l'OTAN exige essentiellement que les membres de l'OTAN viennent en aide militairement à un État membre attaqué, mais il ne définit pas précisément l'étendue de cette aide. Les doctrines nucléaires de la France et du Royaume-Uni prévoient l'utilisation de leurs arsenaux non seulement pour leur propre défense, mais aussi pour celle des autres membres de l'OTAN. L'article 5 ne précise pas le nombre, s'il en existe, d'ogives nucléaires françaises de type tactique, par opposition au type stratégique. Le Royaume-Uni ne possède pas d'armes nucléaires tactiques. En bref, si la Russie attaque des cibles européennes avec des armes nucléaires tactiques, l'Europe devrait compter sur les États-Unis pour des frappes nucléaires tactiques en riposte, sinon elle serait incapable de riposter d'eux-mêmes. Le Royaume-Uni et la France pourraient recourir à des frappes nucléaires stratégiques contre la Russie, dans une escalade du conflit. Les avis sur la façon dont une guerre nucléaire pourrait se dérouler varient largement parmi les experts du sujet. Cependant, la plupart s'accordent sur le fait qu'un des plus grands risques est qu'une fois le génie nucléaire libéré, les conséquences deviennent extrêmement imprévisibles. Une seule frappe nucléaire tactique sur, disons, un aérodrome où sont basés des chasseurs F-16 et Mirage 2000 ukrainiens, pourrait rapidement dégénérer en une guerre thermonucléaire mondiale à grande échelle. Selon la cible,
Les conséquences d'une frappe avec une ou quelques ogives nucléaires tactiques seraient dévastatrices, mais contrôlables. Un impact direct sur une centrale nucléaire serait l'équivalent d'une explosion nucléaire stratégique, entraînant une dévastation généralisée et de terribles conséquences. De même, des frappes directes sur des infrastructures critiques, telles que les réseaux électriques ou de communication, provoqueraient des perturbations et un chaos national. Mais dans presque tous les autres cas, les dégâts seront localisés et gérables, relativement parlant. Une zone de la taille d'un pâté de maison pourrait être détruite par la détonation, l'onde de choc et la boule de feu qui s'ensuivent. Selon la densité de population et l'environnement, le nombre de victimes pourrait atteindre des dizaines, voire des centaines de milliers. Cependant, les retombées radioactives ne toucheraient qu'une zone de quelques kilomètres d'heure. La force de l'explosion ne suffirait pas à créer un hiver nucléaire ou perturber durablement l'agriculture alentour. L'épicentre serait un chaos total, mais le reste du pays et même d'autres quartiers de la ville auraient de bonnes chances de survivre intacts. En avril 2025, la commissaire à la préparation et à la gestion des crises de la Commission européenne, Hadja Labib, a conseillé aux 450 millions de résidents de l'Union européenne de préparer un sac de survie pour 72 heures. Alors que le bloc se prépare à ce qu'elle appelle des menaces plus complexes que jamais. La nouvelle stratégie de préparation de l'Union européenne comprend des dizaines de points d'action, dont la création d'un centre de coordination de crise et l'instruction aux résidents de préparer des kits d'urgence contenant une lampe de poche, des allumettes, un briquet, un couteau suisse ou un outil multifonction similaire, selon la Bible. Eau, trousse de premiers secours avec médicaments essentiels, nourriture pour 72 heures en argent liquide, chargeur de téléphone, batterie externe et radio. Les kits visent à aider les citoyens à survivre les 3 premiers jours suivant une catastrophe majeure, période la plus critique et périlleuse. La logistique, les services d'urgence, les communications, l'électricité et d'autres infrastructures vitales peuvent être détruites ou affectées. Une meilleure préparation augmente les chances de survie. À moins que vous ne soyez à l'épicentre ou près d'une frappe nucléaire tactique, vos chances de survie sont très faibles. Un tel sac devrait vous aider à survivre et traverser l'attaque. Même une distance limitée de quelques dizaines de kilomètres entre vous et l'épicentre de l'explosion devrait suffire à vous garder en sécurité et plus ou moins indemne. Cependant, une guerre nucléaire totale en Europe avec des armes stratégiques rendrait sombre l'avenir du continent et d'une grande partie du monde. De nombreuses villes européennes comme Bonn, Prague et Kiev possèdent encore des bunkers nucléaires de la guerre froide, pouvant abriter des milliers de citoyens en cas de guerre nucléaire. Toutefois, même en les atteignant à temps, la plupart des Européens ne pourraient pas s'y réfugier. Peu importe quel camp a tiré le premier, en quelques minutes, les satellites et systèmes radars de l'autre camp les détecteraient, et en quelques minutes de plus, d'autres frappes de représailles seraient lancées. La plupart des villes d'Europe centrale auraient environ 10 minutes pour trouver un abri, tandis que des villes comme Londres et Dublin auraient peut-être jusqu'à 20 minutes. Imaginez le chaos, alors que des millions de personnes tentent d'atteindre des abris prévus pour des milliers. Les préparatifs de la défense civile russe sont plus avancés à cet égard. En 2024, la Russie a commencé la production de masses d'abris anti-atomiques mobiles, résistants aux radiations. Les abris Cube M peuvent protéger jusqu'à 54 personnes contre les radiations nucléaires, les ondes de choc, l'exposition chimique et le feu pendant 48 heures. Équipés de systèmes de survie, filtration de l'air, chauffage, approvisionnement en eau, ils sont transportables par rail ou route et déployables même dans des environnements difficiles, comme les régions de Pergélisol du nord de la Russie. Évidemment, des villes comme 12,7 millions d'habitants et Saint-Pétersbourg, 5,6 millions d'habitants, nécessiteraient plusieurs milliers d'abris pour protéger la majorité de la population. Il n'est pas clair si la production de masse russe atteindra un tel niveau, ni quel degré de protection ces abris offriront réellement. Face à une seule ogive nucléaire, la dévastation serait catastrophique, et l'Europe risque d'en affronter des centaines rapidement. Un seul missile russe, Topol-M, exploserait en une boule de feu de près d'1 kilomètre de diamètre, aussi chaude que le cœur du soleil, incinérant tout être vivant sur son passage. Dans un rayon de près de 7 kilomètres, d'innombrables civils seraient instantanément vaporisés, mourraient de brûlures graves ou seraient écrasés sous les décombres des bâtiments détruits par l'onde de choc. La plupart des bâtiments s'effondreraient, sauf les plus solides. Des tempêtes de feu d'une intensité comparable aux ouragans détruiraient les villes touchées, attisant les flammes, embrasant tout combustible, liquéfiant le gaz et certains métaux, et transformant l'asphalte en liquide brûlant.
Ensuite, il y a la radiation propagée par un nuage en forme de champignon radioactif, qui saturerait la zone d'explosion et empoisonnerait l'air et l'eau pendant des années, voire des décennies. Pour mettre cette zone d'explosion en perspective, Londres couvre une superficie de juste un peu plus de 600 miles carrés, Rome un peu moins de 500, Berlin environ 345, Kiev 325 et Varsovie 200. Il faudrait donc des dizaines des meilleurs OLEM pour détruire ces villes et tous leurs habitants. Mais Bruxelles ne couvre qu'environ 63 miles carrés, Amsterdam 84 et Paris seulement 40, donc il n'en faudra pas tant que ça pour les transformer en ville X. En revanche, Moscou couvre presque 414 miles carrés. Même l'arsenal nucléaire britannique complet serait probablement insuffisant pour détruire entièrement la ville. Sans mentionner les nombreuses villes et installations militaires parsemant le vaste territoire russe. Mais comment un véritable échange nucléaire en Europe pourrait-il se dérouler ? Selon une simulation de 2023 du magazine Time et de scientifiques nucléaires, cette hypothèse est émise. Les frappes initiales cibleraient l'électronique et les réseaux en générant une impulsion électromagnétique de dizaines de milliers de volts par mètre. Les prochaines frappes viseraient des centres de commandement et de contrôle et les sites de lancement nucléaire. Enfin, les grandes villes seraient ciblées pour leurs installations militaires et pour entraver la reprise post-guerre de l'ennemi. Une simulation de 2019 par des chercheurs de Princeton, nommée Plan A, suggère une trajectoire similaire. Dans leur simulation, la Russie tire un avertissement nucléaire depuis Kaliningrad, suivi d'une frappe nucléaire tactique de l'OTAN en représailles. La Russie envoie alors 300 ogives par avion et missiles à courte portée pour frapper les bases de l'OTAN et les concentrations de troupes. L'Europe étant largement détruite, l'OTAN lance environ 600 ogives depuis des missiles américains terrestres et sous-marins contre les forces nucléaires russes. Avant que ces armes ne soient détruites, la Russie tire des missiles depuis des silos, véhicules routiers et sous-marins visant l'Europe et les États-Unis. La Russie et l'OTAN ciblent chacune les 30 plus grandes villes et centres économiques de l'autre camp, larguant de 5 à 10 ogives nucléaires sur chaque cible selon la taille de la population. Le plan A estime que 34,1 millions de personnes pourraient y mourir, et 57,4 millions d'autres pourraient être blessées, dans les toutes premières heures du déclenchement d'une telle guerre nucléaire, provoquée par une seule arme nucléaire de faible puissance. Si vous êtes assez loin de l'épicentre d'une frappe nucléaire et que vous avez votre kit d'urgence de 72 heures, vous pourriez survivre à l'explosion impulsion électromagnétique aux explosions, aux tempêtes de feu et aux effondrements de bâtiments. Les réserves de comprimés d'iode pourraient vous aider à survivre à un empoisonnement radioactif pendant une longue période. Si vous avez stocké de la nourriture, des armes, des munitions, des biens échangeables, des médicaments et d'autres produits essentiels, vous pourriez survivre au chaos économique et social qui suivrait une guerre nucléaire. Le gouvernement, les soins de santé, les communications, la sécurité, la logistique et l'approvisionnement en produits de base seront perturbés, avec des conséquences imprévisibles mais sombres. Toutefois, des études revues par des pairs indiquent que ce n'est pas le pire et que cela concerne le monde entier, pas seulement l'Europe. Des panaches de fumée noire épaisse de carbone provenant des tempêtes de feu nucléaire s'élèveraient rapidement dans la stratosphère, bien au-dessus de tout nuage de pluie. Normalement, la pluie éliminerait cette fumée noire, mais chauffée par le soleil, elle s'élèverait comme une montgolfière pendant une décennie. Une fois que cette fumée atteint les courants de jet d'altitude, il ne faudrait que quelques jours pour que ces vents ultra-rapides dispersent la fumée à travers une grande partie de l'hémisphère nord. Le résultat serait un hiver nucléaire mondial. La couche de suie toxique recouvrant la planète provoquerait une chute des températures, même en été. En quelques semaines, les terres agricoles du Kansas se refroidiraient d'environ 40 degrés Fahrenheit, et l'Europe pourrait se refroidir près de 2 fois plus. Un rapport publié en 2020 dans Nature estime que plus de 5 milliards de personnes pourraient mourir de faim, y compris environ 99% de celles vivant aux États-Unis, en Europe, en Russie et en Chine. C'est parce que la plupart des fumées de carbone noir restent dans l'hémisphère nord, là où elles sont produites, et parce que la baisse des températures nuit davantage à l'agriculture en haute altitude. Le chaos pourrait aussi s'installer mondialement, avec l'effondrement du système financier, de l'économie, du commerce, de la loi, de l'ordre et de la sécurité. Selon Alex Glazer, l'un des créateurs du plan A, à Newsweek, il ne voudrait pas spéculer sur le temps nécessaire à l'humanité pour se remettre. En fin de compte, le dernier mot revient peut-être à Alicia Sanders-Zachra, coordinatrice des politiques et de la recherche à la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. « Il n'y a aucun plan rationnel une fois qu'une arme nucléaire est lancée », dit-elle.
Le meilleur plan est de rejeter les scénarios cauchemardesques liés au nucléaire et de soutenir le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Espérons ne jamais avoir à affronter une guerre nucléaire totale. En attendant, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé et partagez vos réflexions en commentaire. Merci de votre fidélité.